Mes deux invités sont là, ils nous attendent. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté cette invitation. Michel Paulin, Florent Kirchner, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre émission. On va continuer à parler avec vous de cette autonomie stratégique à reconquérir avec évidemment une actualité bouillonnante. Quand on parle de cette souveraineté, alors on parle souvent évidemment de la technologie, etc., mais il y a aussi cette souveraineté économique, ça c'est un vrai sujet. Quel est aujourd'hui l'état des lieux, Michel Paulin, de cette dimension-là? Quels sont les impacts et puis quels sont les moyens que nous avons d'agir? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de dépendance technologique et elle est réelle. J'ai envie de dire, nous sommes très dépendants aujourd'hui de technologies qui ne sont pas européennes, principalement américaines, chinoises et asiatiques. Et j'ai envie de dire qu'à part la Chine, tous les pays sont confrontés au même enjeu. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Chine qui a dit qu'elle serait indépendante sur la totalité du stack, depuis les terres rares jusqu'aux algorithmes. Mais je pense qu'il y a une dépendance qui aujourd'hui nous affecte encore plus et qui est peut-être pas encore très visible, c'est la dépendance économique. Alors, le CIGREF, l'année dernière, avait fait un rapport extrêmement intéressant dans lequel, pour donner les ordres de grandeur, 264 milliards de dollars aujourd'hui d'exportation des États-Unis vers l'Europe dans le domaine uniquement du SaaS et du cloud. C'est gigantesque. Pour donner un ordre de grandeur, les achats pour l'énergie en Europe, c'est 300 milliards. Donc on est en train de voir l'équivalent. Ça a quand même des impacts énormes parce que 80% de cette valeur ajoutée, elle est aux États-Unis. Donc c'est des centaines de milliers, des millions d'emplois aujourd'hui aux États-Unis qui sont dépendants et qui ne sont pas en Europe. Et puis par des mécanismes d'évasion fiscale légale, particulièrement en Irlande, c'est 51 milliards de taxes et de cotisations sociales qui aujourd'hui partent aux États-Unis, qui ne restent pas aujourd'hui dans l'économie européenne. Alors vous me direz, c'est un constat qui n'est pas très très glorieux, mais ce qui est en plus inquiétant, c'est que la dérive n'est pas bonne. Et il y a eu un deuxième rapport qui a été fait par le CIGREF, qui vient d'être publié, qui explique la dynamique qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'augmentation des prix des acteurs qui sont en position de monopole, principalement américains, est aujourd'hui, pour le SaaS et pour le cloud, a été ces 3 dernières années de 8,7% par an. Et l'estimation qu'il va y avoir, en particulier avec l'IA, qui va accélérer ça, c'est que ça va être entre 12 et 15% par an. Faites le calcul, alors à part peut-être des entreprises extrêmement en croissance, des budgets des grandes entreprises ou des administrations augmentent de 15% par an. Donc c'est-à-dire qu'il y a des arbitrages qui sont faits aujourd'hui auprès des directions informatiques qui sont extrêmement douloureuses. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que pour pouvoir maintenir et garder ces logiciels qui sont en position de monopole de fait, eh bien on est en train de couper des budgets à côté, des budgets de R&D, des budgets de ESN, donc de services, et d'autres logiciels. Et donc on a une captation, moi j'utilise plutôt même le prédation, par quelques acteurs de l'ensemble de l'économie européenne. Et l'estimation qu'il va y avoir en 2030, c'est plus de 600 milliards aujourd'hui d'exportation américaine sur uniquement le domaine du soft et du cloud. Du coup, c'est la projection à 2030. Est-ce que si on modifie les choses, cette projection, elle pourrait être revue ou pas ? Ah oui, parce que justement, si aujourd'hui on passe d'une part de marché de 83%, qui est aujourd'hui l'évolution, et qui donc va augmenter en termes de valeur, puisqu'il y a plus de croissance par ces acteurs-là que le reste, eh bien, si on passe par exemple de 83 à 78, on change complètement l'économie. Alors, le CIGREF propose encore plus, mais clairement aujourd'hui, si on a une volonté ferme de réorienter un certain nombre d'investissements, de commandes, vers des acteurs de la filière européenne, et tout particulièrement la filière française, que moi je représente et que je défends, eh bien, on change complètement l'équation. Donc oui, il y a un intérêt doublement, économiquement, géopolitiquement, pour les Européens, mais il y a un intérêt pour chacune des entreprises à diversifier leur politique d'achat pour pouvoir réduire leurs coûts et en plus, d'ailleurs, réduire leur dépendance technologique. On va revenir sur les moyens d'agir parce que ça, c'est aussi une bonne nouvelle. On peut faire évoluer les choses sans révolutionner complètement l'ensemble de l'écosystème. On va y revenir. Mais Florent, j'aimerais avoir évidemment votre avis, votre regard sur ce que l'on vient d'évoquer avec Michel, sur ces chiffres, sur cette situation, sur cette dépendance économique, clairement, qui est avérée avec des chiffres quand même assez vertigineux. Est-ce qu'on a pris la mesure aujourd'hui de ce que cela représente pour notre pays, la France, et qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour agir au sein de l'État ? Je pense qu'on prend la mesure, et en particulier grâce aux chiffres et aux études qui sont menées de part et d'autre. Cette infrastructure numérique, qui était un peu un impensé des COMEX, des grandes lignes de décision du public, devient un objet qui est central. D'accord ? Et on le voit encore là aujourd'hui avec les annonces de Choose France par exemple, il y a une énorme quantité d'attention qui se met sur ces infrastructures numériques. Aujourd'hui, devenir
rentrer en maîtrise de ses dépendances, d'accord, devenir autonome stratégiquement. Ça veut dire être capable de prendre ses propres décisions, et pour ça, il faut être conscient des dépendances techniques, économiques, on vient d'en parler, diplomatiques dans d'autres cadres, être capable d'être conscient de ces dépendances, et donc de prendre des décisions soi-même, d'accord, dans ces situations-là, et ensuite de les mettre en œuvre, les moyens de les mettre en œuvre. Et là, il y a toute la difficulté, justement, et on va en parler un petit peu, mais à faire évoluer ces chiffres, à faire mentir l'accélération, la décélération, si on prend dans le bon sens, de cette dépendance-là. On va y revenir. Michel Paulin, il y a des moyens d'agir très clairs, très concrets. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que finalement, on n'a pas besoin de tout révolutionner, de tout changer pour pouvoir les mettre en œuvre et avoir des résultats concrets. Expliquez-nous. Alors, on a identifié et on fait une proposition autour de 5, mais je vais commencer par les 2 premiers qui sont les plus importants. Et vous avez raison, c'est-à-dire que c'est vraiment plutôt une tendance de fond, plutôt que de croire que du jour au lendemain, on aime les 0 et les 1 dans l'informatique, mais c'est pas 0 et c'est pas tout est blanc et tout est noir. Le premier, quand même, c'est l'accès au capital et aux fonds propres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies exigent énormément d'investissement en R&D ou en infrastructure. Et donc, la capacité aujourd'hui à garder nos pépites en Europe, en France, c'est aussi la capacité à être capable des fonds propres. Et j'ai envie de dire que si vous regardez aujourd'hui, de manière un peu factuelle, la R&D française, elle est au top niveau mondial. La force des Américains, c'est pas tellement leur innovation, c'est la capacité à financer l'innovation à long terme. Et donc, c'est ça qui est fort. Et les Chinois, ils sont en train de faire les deux. Ils ont une capacité d'innovation très forte et ils sont capables de la financer. Donc ça, je pense, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et sur les domaines qui sont vraiment des domaines de la deep tech, qui sont l'IA, le quantique, sur les domaines aussi, alors qui n'est pas dans la filière de tout ce qui est les semi-conducteurs, c'est vraiment un sujet qui est capital. Le deuxième, on vient d'en parler, la commande. Aujourd'hui, tous les écosystèmes qui fonctionnent en Corée, en Thaïlande, en Inde, en Israël, bien sûr aux États-Unis et en Chine, les systèmes de commande aujourd'hui sont extrêmement conservateurs ou plutôt fléchés pour partie vers l'écosystème local. On a donné ces chiffres. Aujourd'hui, si je prends le logiciel cloud, 17% pour les non-américains en Europe. Si on était capable de flécher une grande partie, alors le SIGREF lui dit qu'il faut faire 15%, eh bien, ce serait un changement radical pour la filière, parce que ça veut dire qu'il y a plus de commandes, plus de chiffre d'affaires, plus d'emplois, plus de profits, plus de capacité d'investissement, et donc c'est un cercle vertueux. Mais je pense que indépendamment du fait de regarder de la filière, si on regarde pour le client, c'est aussi un avantage. Et je vois 3 avantages. Le premier, c'est casser un peu le cercle des croissances de prix dont on parlait. Parce que si vous introduisez des alternatives aujourd'hui, ça va vous permettre de réduire la pression, et tout le monde a en tête ce qui s'est passé sur Broadcom, dans lequel Broadcom a utilisé son monopole de fait. Le deuxième, c'est les dépendances technologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dépendant d'une technologie, le kill switch dont on parle un petit peu peut être séparé. Et tout ce qui est multi-cloud, qui est poussé par tout le monde, a un intérêt. Et le troisième, c'est aussi le fait que vous allez, en termes géopolitiques, vous affranchir. On voit qu'il y a des tensions, on voit qu'il y a le Cloud Act, on voit qu'il y a aujourd'hui le FISA Act, qui sont des moyens de certains nombres d'acteurs pour imposer des choses auprès de leurs acteurs. Eh bien, ils vont pouvoir sortir de ça et préserver principalement leur protection intellectuelle. Et j'ai un dernier message sur ce sujet-là. Les alternatives existent. Le narratif permanent qui est passé par ces acteurs dominants est de dire qu'il n'y a pas d'alternative et qu'eux ont l'innovation, ils sont beaux, ils sont intelligents. Et puis après, il y a les nains de jardin. Je me souviens, quand j'étais directeur général d'OVH Cloud, j'avais toujours le droit à ça. C'est faux. Et j'en veux que pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, nos pépites sont rachetées par des boîtes américaines. Donc ça veut dire que si elles n'étaient pas totalement performantes, si elles n'étaient pas capables d'être innovantes, elles ne seraient pas rachetées. En plus, avec des valorisations qui sont flatteuses. Vous parliez de 15%, ça c'est entre guillemets en plus, l'évolution très haute, mais si finalement on ne fléchait déjà que 5% différemment, rien que là on aurait déjà des effets. Nous, on dit qu'avant de passer à 15% de la filière, on avait dit chaque année, prenons l'engagement de prendre 5% de plus. L'impact pour la filière, c'est de 2 à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, sachant que n'oublions pas, la filière elle fait 25 milliards. Donc vous voyez, c'est 10% de croissance. C'est quand même 10 000 à 15 000 emplois en France. Et j'ai envie de dire, pour l'État, c'est 1 milliard de taxes
qui reviennent dans les coffres de l'État. Florent, on l'a vu ces derniers jours avec des annonces, notamment sur le quantique. Michel Paulin l'évoquait, avec là encore une fois une prise de conscience de l'enjeu qui se joue dans ces filières d'avenir qui sont importantes, et les décisions, elles doivent être prises aujourd'hui. Il y a cette question des commandes. On parle de 5%. Finalement, on n'a pas l'impression que ça révolutionne complètement les choses. Est-ce qu'on est en capacité de le mettre en œuvre? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à l'étude pour faire basculer les choses? Sur la commande publique, il y a déjà une poussée assez forte qui s'est réalisée, en particulier autour d'un certain nombre de sujets, en particulier dans le cloud. On peut penser typiquement au cloud de confiance et au pourcentage de part de marché qu'a la filière française dans le cadre des appels sur les clouds de confiance, 65% de part de marché française. C'est également le cas en cybersécurité, par exemple, où quand on lance des parcours cyber, ce qui équipe les établissements publics, les hôpitaux, les mairies et les collectivités, c'est entre 70 et 80% de solutions européennes, et une très large majorité de ça qui sont du français. Et donc, on montre que quand on veut, on peut. D'accord ? Et c'est ça qui est important, même si pour l'instant, ces deux cas sont des cas qu'il faut ensuite chercher à généraliser. Pourquoi quand on veut, on peut ? Pour deux raisons. La première, c'est que il faut que l'État puisse effectivement, comme Michel le rappelait juste à l'instant, se sécuriser lui aussi, tout comme notre entité privée, d'accord, sur sa capacité à être résilient dans des contextes où potentiellement, quelqu'un peut couper un accès, restreindre un accès, augmenter les prix. On vient d'en parler juste à l'instant. Ça concerne l'État, ça ne concerne pas que l'État. Et à ce titre-là, petite parenthèse, le sujet de souveraineté numérique ou d'autonomie stratégique n'est pas qu'un concept d'État. D'accord ? C'est un concept qui s'applique à tous. On peut aller presque jusqu'aux citoyens, mais c'est un autre sujet. Ce premier point, c'est ça, c'est de construire ce scénario et cette capacité de résilience. Le multi-cloud en est un bon exemple, par exemple, dans des contextes qui se durcissent. Je ne vous rappelle pas le scénario central de la RNS, de la Revue nationale stratégique de 2025, mais qui est un scénario central qui guide beaucoup des réflexions du public, en particulier ces derniers temps, en termes de stratégie d'investissement. Le deuxième sujet, et là aussi on vient d'en parler, c'est que les solutions non seulement existent, mais j'irais même plus loin que ce qui vient d'être dit. D'accord ? Les solutions sont là, les alternatives sont là, mais on a même mieux. D'accord ? Ce qu'on voit passer en termes d'innovation, ce qu'on voit sortir, pas que des labos académiques, je ne parle pas de publications académiques, je parle de gens qui produisent des choses, qui livrent des choses à leurs clients. On voit des objets technologiques qui sont au-dessus de l'état de l'art, bien devant ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. Est-ce que ça suffit ? Non, il faut qu'on continue parce que c'est une course permanente. Mais aujourd'hui en France, c'est pas qu'on n'a pas à rougir, c'est pas qu'on fait aussi bien. C'est que dans bien des domaines, on est bien au-dessus de l'état de l'art, dans le cloud, dans le semi-conducteur, dans le quantique, on l'a abordé rapidement, en cybersécurité, sur des questions d'IA. Il y a beaucoup d'endroits où en fait, plus que simplement on sait faire une alternative, on est premier sur ces marchés. Qu'est-ce qui nous manque alors, ou qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre ? Peut-être que ça ne nous manque pas, il faut simplement l'activer pour justement avoir cette indépendance, être en capacité d'avoir nos propres choix. Et puis le jour où effectivement on coupe un service, on est en capacité de continuer à avancer. Comment est-ce qu'on assure aussi cette résilience finalement de l'ensemble de ces services numériques qui sont dans toutes nos vies, aux citoyens français qui en ont besoin aussi? On continue de faire ce travail-là d'abord je suis désolé, le terme est très surutilisé, mais de baromètre ou de cartographie. D'accord ? Il faut qu'on continue de mesurer des choses, parce qu'on n'a jamais autant avancé que depuis que l'intangible est devenu tangible. Par ces rapports-là, par ces menaces de kill switch, par ce qui s'est passé typiquement sur les juges de La Haye, par exemple, il y a là des choses qui rendent les choses très tangibles. On continue ça et on continue de le pousser. Et à ce titre-là, le fait que les études ne soient pas ponctuelles, mais renouvelées chaque année, donne des résultats importants. On le fait également, et c'est pas un secret, on le fait également, y compris dans nos politiques d'investissement, où on mesure de plus en plus finement et de plus en plus souvent, d'accord, les progrès qui sont réalisés grâce à ces investissements-là. On sort des chiffres qui sont spectaculaires, non pas parce que nous on travaille bien, parce que les gens qui innovent le font d'une façon qui est absolument remarquable. On va bientôt sortir un rapport d'impact du côté du SGPI. On n'en rêvait pas d'avoir ce niveau-là d'impact, d'accord, en termes d'impact des investissements. C'est pas assez, d'accord, et il faut qu'on continue de faire ça. Moi, le deuxième message, c'est au-delà de pouvoir continuer de surveiller, de pouvoir regarder finement et sans se voiler la face où est-ce qu'on en est en termes de souveraineté numérique, il faut qu'on continue. Parce que c'est pas un secret dans le numérique, pour un certain nombre de spécialistes, que
ce domaine évolue extrêmement vite, à une célérité qui est qui est parfois un peu compliquée à comprendre pour des gens qui sont externes au domaine. Mais là aussi, la dérivée est positive, le taux d'accélération augmente, et donc plus ça va et plus ça va vite. Et on ne peut pas lâcher le pied de l'accélérateur. Michel Paulin, on a parlé de 2 piliers, il y en a 3 autres. Alors l'innovation, qu'on a quand même déjà bien souligné. Je pense qu'il faut financer l'innovation. C'est-à-dire que je pense qu'on a une innovation de qualité. Nous, souvent, dans la filière, on dit on a besoin de commandes, on n'a pas besoin de subventions. Subventionnons l'innovation et les infrastructures. Dans le domaine de l'IA, dans le domaine du quantique, dans le domaine des infrastructures, alors il y a plein d'annonces avec Chose France aujourd'hui, mais oui, là, il faut investir, il faut subventionner, avec en plus une collaboration publique-privée avec les laboratoires publics et les startups privées, les incubateurs, pour avoir une continuité, les grands groupes également. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et comme ça a été dit, vraiment, on est dans une succession de 100 mètres alors que c'est un marathon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'une bonne nouvelle, il faut avoir des bonnes nouvelles tous les 100 mètres, c'est-à-dire tout le temps, parce que l'accélération aujourd'hui, l'innovation est capitale. Pour avoir une bonne innovation, mais il faut tenir dans la durée aussi. Pour avoir une bonne innovation, c'est la formation. La formation. Et donc, il faut commencer dès le lycée, dès le collège, dès la maternelle, à faire aimer la science. Il faut aussi arriver à attirer les femmes. On a un vrai enjeu aujourd'hui. Si nous n'intéressons pas, nous, filières, la moitié, entre guillemets, de l'humanité, ça ne sera pas. Je donne juste toujours un chiffre. Chaque année, les ingénieurs du numérique indiens sont formés plus qu'il n'y a d'ingénieurs dans le numérique en France. Donc, c'est-à-dire que le flux indien est supérieur au stock français. Donc, on voit aujourd'hui l'importance dans ces domaines-là, et je ne parlerai pas de la Chine. Et puis, je finirai par l'internationalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la filière française est malheureusement trop franco-française. Elle adresse surtout des clients qui sont en France, elle exporte assez peu. Or, le marché est mondial. Juste pour ordre de grandeur, il y a une vingtaine de boîtes américaines qui sont à elles toutes seules plus grosses que la filière française et qui ont, eux, de l'ordre de 80% d'exportation. Nous, on est dans le domaine inverse. Et donc, clairement, comment on aide les entreprises à exporter alors qu'elles sont plutôt petites en Europe et hors d'Europe pour conquérir le marché? Et on voit que des petits pays et des petites filières ont réussi. Et donc, nous, on pousse pour que ces 5 moteurs soient mis en avant, soient travaillés avec la filière, avec l'État, mais également avec les clients, avec l'ensemble de tout l'écosystème des gens qui sont autour, pour être capable de créer une filière qui sera, qui pour moi, est le seul moyen de garantir la souveraineté numérique. Florent Kirchner, sur ces sujets-là, je sais que vous partagez évidemment ce qui vient d'être dit et vous faites partie de cet écosystème pour porter l'émergence de cette filière. Quelles sont les alliances qu'on pourrait nouer pour que justement, à l'export, on soit plus performant avec une équipe européenne ? Ce sujet d'alliance, il est absolument clé quand on échange avec l'écosystème, justement pour les raisons qui viennent d'être évoquées, il y a un marché hexagonal, évidemment, mais ce n'est pas un marché hexagonal qui permet de se positionner d'une façon pérenne à l'échelle dont on a besoin sur les infrastructures numériques en particulier, mais sur le numérique en général. Donc, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on exporte. Il faut réfléchir à comment est-ce qu'on importe intelligemment et en maîtrise de ces importations. Et avec qui est-ce qu'on crée ces alliances-là ? Ça se fait évidemment en réfléchissant à quelles sont les troisièmes voies qui peuvent se dégager dans le monde. On voit bien qu'il y a 2 gros blocs, un bloc américain d'un côté, un bloc chinois de l'autre, avec 2 philosophies de traitement du numérique et du traitement des usagers du numérique qui est assez différente. Et on sait qu'il y a une troisième voie au milieu de ça. Non seulement on le sait, parce qu'on sait que techniquement c'est possible, et qu'en particulier, comme on l'a déjà dit, il y a beaucoup de choses qui sont très pointues, très puissantes dans les dynamiques françaises et européennes sur le sujet, mais on le sait aussi parce qu'on est très attendu par beaucoup d'autres pays, d'accord, qui cherchent encore, y a-t-il une alternative entre Charybde et Scylla, d'accord ? Et la réponse qu'on porte, c'est oui, il y en a une, d'accord ? Mais il faut être très clair, cette réponse-là qu'on porte, quand je dis « on », ça ne peut pas être l'État uniquement, tout seul. Comme on vient de le dire, c'est indispensable qu'il y ait cette alliance entre l'État, la filière, les formateurs, la recherche qui sont aussi représentés dans la filière, pour pouvoir avoir cet effet global d'engagement sur le sujet. On a encore beaucoup de travail,
dans toute la filière, État compris, sur comment est-ce qu'on déploie cette stratégie-là. Je vois encore trop de personnes, encore une fois, publiques et privées mélangées, qui disent ouais, attendez, on va d'abord traiter l'Hexagone et on verra ensuite. D'accord ? Je vous fais, même grâce des discours sur les Outre-mer, c'est pas entendable, ça, aujourd'hui. Ce n'est plus entendable. Ce travail-là, il doit se faire presque. À la limite, je veux bien qu'on commence par traitons l'Europe, d'accord ? Et ensuite on verra la suite. Mais il n'existe pas de granularité en dessous quand on parle de souveraineté et en particulier de souveraineté économique. Merci à tous les deux, on l'a compris, on est dans le temps de l'accélération. Ne pas oublier qu'il va falloir tenir dans la durée avec évidemment ce qui est devant nous et qui est le marché à minima européen qu'il nous faut évidemment aller chercher. Ce sera une réponse collective, on l'a bien entendu, avec l'ensemble de l'écosystème qui doit continuer d'unir ses forces pour gagner ce combat. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités.